Bonsoir. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un projet sur lequel j'ai travaillé dans mon entreprise précédente. C'était un site pronostic pour la Coupe du Monde en 2018. Voilà, c'est un site qui a permis à 800 000 utilisateurs de, euh, de jouer. Mais avant ça, je vais vous parler un petit peu de moi rapidos. Donc moi, je m'appelle Baptiste, je suis développeur full stack à Paris, donc pour Linkvalue depuis un an. Donc je fais enfin je fais uniquement du JavaScript. Et je vais vous parler ce soir par contre d'un aspect purement back, parce que dans ma précédente entreprise, j'étais développeur back-end. Alors donc c'est donc un jeu de pronostic. Dans mon ancienne entreprise, j'ai travaillé sur un jeu de pronostic autour de la Coupe du Monde 2018. Euh, donc on va faire un petit tour des fonctionnalités qu'on a développées, petit tour vraiment orienté produit. Et on va essayer aussi de voir les points de compliqués et comment nous, on a pu derrière, techniquement, les, euh, les résoudre ou pas, ou en tout cas comment on a géré ces points un petit peu plus coton que le reste. Voilà, on va commencer par un jeu de prono. Qu'est-ce que c'est? Donc un jeu de prono, qu'est-ce que c'est? Donc nous, on avait fait le choix d'avoir un parcours utilisateur assez simple. L'utilisateur arrivait, il s'inscrivait. Une fois qu'il s'était inscrit, il pouvait remplir une feuille de pronostic unique. Donc il n'y avait qu'une seule source de prono, quoi. Il ne pouvait pas dire une fois par-ci, une fois par-là. Il y avait une seule feuille de prono. Il remplissait donc tous les matchs qui étaient disponibles, c'est-à-dire tous les matchs de poule, les 48 matchs de poule. Et après, il pouvait rejoindre, euh, rejoindre des ligues. Et donc, des ligues, c'était des groupes d'utilisateurs qui se retrouvaient ensemble. Et quand je vous parlais d'une seule feuille de pronostic, c'est qu'on ne pouvait pas avoir pronostiqué dans une ligue un résultat et pas le même dans une autre ligue. Donc au sein de chacune de ces ligues, il y avait un classement qui était maintenu, un classement de tous les utilisateurs par rapport aux points qu'ils gagnaient. S'il prévoyait le bon résultat, le bon score, ils avaient plus ou moins de points et ça permettait de faire un classement interne aux ligues. Et il y avait aussi un classement général, donc un classement qui regroupait tous les utilisateurs. Donc à la fin, il y avait un classement de 800 000 utilisateurs. Ça permettait de pouvoir se positionner par rapport au plus grand nombre et par rapport à ses potes au sein d'une ligue. Voilà. Il y avait un nombre de ligues infini, on pouvait rejoindre toutes les ligues dont on avait entendu parler. Alors pourquoi c'est pas si simple? Bah alors déjà, faut savoir qu'il y a un risque. Enfin, déjà nous on travaillait en temps réel. Ça veut dire que les classements et les points de chaque utilisateur étaient mis à jour à chaque but dans un match. Et donc ça posait pas mal de problèmes. Ça posait problème donc ça créait des risques de concurrence. Ça veut dire qu'on pourrait imaginer qu'un utilisateur est en train de pronostiquer un match dans le futur pendant un match qui a lieu au moment où il pronostique. Et là, dans la base de données, bah, il pourrait y avoir un conflit entre l'attribution des points et lui, le score qu'il rentre. Donc des risques de concurrence comme ça, il va falloir être un peu malin pour s'en sortir. Donc il y avait la question du temps réel. Donc le temps réel, ça impliquait d'avoir un système assez efficace, un système qui était assez rapide pour gérer les choses, parce que sinon c'est pas du temps réel. Nous, le cahier des charges, c'était 2 minutes pour attribuer les points à toutes les personnes à chaque but. Et donc il y avait le problème du classement, parce que un classement de 800 000 personnes, ça veut dire qu'il y a un moment où on a un tableau de 800 000 utilisateurs dans la RAM, et là la moindre boucle superflue, la moindre duplication de données, ça commence à avoir des impacts assez radicaux, comme on va le voir un peu plus tard, mais ça peut carrément planter le truc, et quand on a autant de données, il faut être assez efficace. On ne peut pas se permettre le luxe d'avoir des variables qui ne servent à rien ou de transition, etc. Et donc voilà, le dernier point un peu compliqué, c'était effectivement la grosse charge. Pour moi, la charge, c'est pas un problème en soi, c'est juste que ça exacerbe tous les sous-problèmes tous les aspects du site, même des tout petits trucs qui pourraient être très faciles à gérer dans ce contexte normal. Dès qu'il y a une grosse charge, ça devient tout de suite beaucoup plus galère. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur le produit en lui-même. Si oui, je me ferai un plaisir d'y répondre. Ok.
Donc maintenant, on va passer un petit tour sur l'horizon technique. Hein, qu'est-ce qu'on a mis, environnement technique, qu'est-ce qu'on a utilisé pour faire tourner tout ça. Node.js, ça, je n'ai peut-être pas besoin de rentrer dans le détail, mais c'est du JavaScript qui est exécuté côté serveur, donc c'est asynchrone et monothread, c'est cette particularité de ce langage-là. Nous, on a utilisé comme framework API.js. Alors, c'est pas le plus connu c'est Express, mais API, ça devrait être, enfin, si vous connaissez pas et que vous êtes développeur web et Node, checkez parce que c'est assez marrant. À but non lucratif, le jeu, il y avait de la pub, mais c'était gratuit. Mais il y avait de la pub, il y avait des opérations marketing aussi. Il y avait une grosse ligue qui était pour une enseigne de grande distribution et le premier de cette ligue, c'était donc une ligue publique parce que c'était dans tous les magasins, c'était marqué. Euh, les premiers gagnaient des voyages, etc. Nous, on n'était pas partie prenante des gains, mais voilà, on avait permis à cette enseigne d'utiliser notre plateforme contre rétribution. Et après, voilà, et à la fin, ça a payé les serveurs. Et c'était pour faire du recrutement et ça a plus ou moins bien marché. Euh, donc voilà, donc API.js, qui est un framework d'API que moi j'aime bien, que je préfère à Express, que je trouve beaucoup plus simple. Euh, Couchbase comme base de données. Alors Couchbase c'est peu connu une fois de plus, mais c'est une base NoSQL qui a un avantage assez fort, qui est qu'on peut récupérer qu'un seul champ du document et modifier qu'un seul champ du document. Ça veut dire que pour les problèmes de concurrence, par exemple, y a pas, ils se sont résolus un peu tout seuls par rapport à la base qu'on utilisait. Ça veut dire qu'on peut modifier le mot de passe d'un utilisateur sans écraser complètement le document utilisateur. C'est assez pratique. Ça permet d'éviter, nous on sait qu'on avait un bottleneck, un goulot d'étranglement sur les performances qui étaient sur le réseau, les transmissions réseau entre l'API et la base de données, et en utilisant principalement cette fonctionnalité, on a résolu le truc complètement. Et alors après, pour ce qui est des jobs, parce que il y avait une grosse partie qui est du script, on a utilisé Q et Redis. Donc Redis, c'est une base de données qui permet de faire de la publication souscription out of the box. Et Q, c'est une petite librairie JavaScript qui permet en gros d'écrire et de consommer des tâches qui sont depuis Redis. Et Q, eh bien, j'ai eu la tristesse d'apprendre que c'était déprécié aujourd'hui. Et donc c'était un peu dommage parce que c'était assez pratique, c'était très léger et ça permettait de faire ce qu'on appelle du job queuing. Voilà. Petite question, on passe à la suite. En tout cas, n'hésitez pas. Petit tour sur l'architecture. Donc, il y avait deux parties pour ce jeu de pronostic. Il y avait une partie qui était une API REST qu'on a vu qui était faite avec API.js. Donc, c'était une API REST, tout ce qu'il y a de plus classique, tout ce qu'il y a de plus simple. Ça répondait à des get, à des posts, voilà, des patchs, vraiment la base. Et il y avait aussi une partie qui était un peu plus complexe, et c'est surtout sur celle-là qu'on va s'éterniser en tout cas, s'attarder. C'est le système de script qui était des actions automatiques qui étaient déclenchées à chaque fin de match, à chaque but. Euh, donc voilà, alors comment ça fonctionnait de façon extrêmement rapide, on avait souscrit euh, à un fournisseur de statistiques qui nous déposait donc sur un FTP des fichiers en XML. Nous, on écoutait ce fichier, ce dossier. Quand on récupérait les fichiers XML, on s'en servait pour mettre à jour un document en base, un document de référence avec tous les matchs, et tous les scores. Et après, une fois que ça c'était fait, donc c'était assez rapide comme tâche, on inscrivait une tâche dans Redis et elle était traitée par des workers qui, après, enfin, en tout cas un worker qui validait toutes les feuilles de pronostic, attribuait tous les points et redressait tous les classements. Alors, une petite question de SAD. Euh, Quid si la base tombait? Bah, la base n'est pas tombée. Nous, on n'avait pas tant de réplicas, mais on avait des shards et on avait beaucoup de serveurs de bases de données. Enfin, on n'avait pas une expertise délirante, donc on a stacké des serveurs parce que c'était nécessaire.
Et puis parce qu'il y a aussi le fait que quand on a imaginé le nombre d'utilisateurs qu'on allait avoir, on se disait qu'on en allait avant en avoir beaucoup. Et en, en amont, on a mis des gros serveurs. Et il me semble que CouchDB, ce n'est pas Couchbase. Il me semble que c'est deux projets qui ont divergé. Euh, Pas trop m'avancer là-dessus, parce que j'avoue que l'historique des bases de données, c'est pas tout à fait ça, mais il me semble que CouchDB et Couchbase, c'est légèrement différent. Donc voilà pour l'architecture. Euh, donc voilà, donc à partir de cette architecture-là, il y a il a fallu faire des optimisations pour essayer d'éviter de casser la base quand même. Alors pour ce qui est de l'écoute, non, on avait un watcher qui s'appelle Shokidar, qui est, je pense, le watcher de base en Node, qui, quand une modification dans le contenu d'un dossier, il y a un event qui est déclenché et récupéré, et donc on peut brancher une tâche là-dessus. Euh, donc on n'avait pas, on écoutait, on n'interrogeait pas le fichier euh, tout le temps, toutes les 2 secondes. On avait vraiment un watcher. C'est un peu comme, je sais pas s'il y a des développeurs Node un peu, enfin des vrais développeurs. Si tout le monde code du Node, mais il y a un truc qui s'appelle Nodemon qui fait exactement la même chose, en fait, qui écoute les sources et redémarre une API si les sources sont modifiées. En fait, il me semble que Nodemon c'est basé sur Shokidar et ça, voilà, c'est un listener sur un dossier. Donc les optimisations qu'on a dû faire en base de données. Alors, les objectifs qu'on avait, qu'on a isolés, c'était éviter les problèmes de concurrence. Alors ça, on a vu qu'avec Couchbase, normalement, on peut les gérer, mais on va aussi voir qu'on peut pas tout à fait on n'a pas pu les gérer comme on aurait voulu avec les mutations et les lookups, c'est-à-dire les récupérations d'un seul champ ou modification d'un seul champ dans la base. Donc on avait aussi besoin de pouvoir revenir en arrière, parce que, je ne sais pas si vous regardez le foot, vous savez qu'il y a la VAR, que un but ça peut être accordé, puis ça peut mettre 5 minutes à ne pas être accordé, pour revenir en arrière. Voilà, et puis c'était la Coupe du Monde en Russie. On se disait aussi qu'il pouvait y avoir des hooligans qui bloquaient un match. Donc on a voulu avoir la possibilité de revenir en arrière, c'est-à-dire de pouvoir réexécuter l'attribution des points. Donc pour ça, on a évité toutes les logiques qu'on va appeler incrémentales, à savoir Michel a 5 points, il a le bon résultat, il a plus 3, donc maintenant il a 8 points. En fait, on recalculait systématiquement tous les résultats de ce bon Michel pour pouvoir en fait lancer l'attribution des points euh, et l'attribution des points et n'importe quoi en fait, parce que on s'est dit si ça plante, il faut qu'on puisse avoir une action et si on fait qu'ajouter 3, bah, on peut pas revenir en arrière. J'ai appris plus tard que ça s'appelle l'intégrité transactionnelle. Et donc après, il faut aussi limiter le nombre de requêtes au maximum parce que une requête, enfin, il faut en avoir le moins possible. Et par exemple, là, le dernier jour avant la Coupe du Monde, on a eu, je crois, autour de 100 000 inscrits, peut-être 150 000. Et quand ils sont arrivés, ils ont fait tous leur pronostic. Et donc, dans la même journée. Donc, il y a 48 matchs. Il y a donc, si on fait une requête par saisie d'un pronostic, c'est 4 800 000 requêtes dans la base. Donc, on n'a pas pu se permettre de faire ça. Ce qu'on a fait, c'est on n'a pas pu se permettre de faire un truc à la volée, comme c'est très à la mode, où quand tu quittes le champ de saisie, bah, bim, tu as une requête qui part et ça se set dans la base de données. Parce qu'on aurait fait trop de requêtes. Beaucoup trop de requêtes. Donc, ce qu'on a fait dans le schéma de base de données pour répondre à ces problématiques-là, et ben on a séparé tous les documents utilisateurs et les documents administrateurs. Alors, un document utilisateur, c'est un document qui est modifié par l'utilisateur, par l'utilisateur, et les documents administrateurs, ceux qui sont modifiés par les scripts. Et de cette façon, bah, on a réglé par exemple le problème des saisies des pronostics. On pouvait écraser tous les pronos à la saisie. On a un gros bouton valider. Tu peux rentrer tous tes pronos un par un, les 48 matchs, bim, tu appuies sur valider et on écrasait le document. Et comme ça, on n'avait pas de problème de concurrence ou quoi. On n'allait pas écraser voilà, on avait les résultats qui étaient à part, qui eux allaient être modifiés par les scripts et les pronostics qui allaient être modifiés par les utilisateurs, qui étaient complètement séparés, aucun risque de concurrence de cette façon-là. Voilà, après, bien sûr, il y avait voilà. Après, sans rentrer dans le détail, bien sûr, les pronostics étaient soumis à autorisation, il fallait que le match ne soit pas passé, etc. Mais ça me paraît un peu la base de ce genre de truc.
Et donc, quand on regarde maintenant le schéma de base de données, on voit que pour valider un utilisateur et attribuer ses points, eh bien, il nous faut donc 3 documents. Il nous faut le document de référence qui contient les scores de tous les matchs qui ont eu lieu et qui sont en cours. Son document de prono, donc ça c'est une requête, il faut ces 2 documents, ces 2 queries, et son document de résultat, parce qu'à partir de ces 2 documents, on va faire une mutation dans son document résultat. Donc on voit qu'il en faut 3. En fait, 3 c'est un peu faux parce qu'une fois qu'on a le document de référence une fois, bah, on n'en a plus besoin pour tous les utilisateurs. Enfin, c'est le même document de référence, donc boum. Il en fallait, en fait, en vrai, il en fallait 2. Donc ses pronostics et sa feuille de résultat de requête. Et je vous ai mis un joli gif parce que j'adore les gifs de football et surtout les tacles assassins, c'était toujours ma passion. Voilà, donc après il y a les optimisations qu'on a dû faire du côté de la charge CPU, pour effectivement avoir une rapidité d'exécution. Donc on l'a dit, 2 minutes pour valider les 800 000 utilisateurs et sérialiser les validations, les jobs. Parce que dans la dernière journée des groupes, pour éviter que les équipes se mettent d'accord entre elles, les matchs sont joués en même temps. Donc il y a 2 matchs en permanence qui se jouent. Puis une sombre histoire d'un Autrichman qui éliminait l'Algérie il y a bien longtemps. Euh, et donc maintenant, ça joue en même temps, ils ne peuvent pas se mettre d'accord, mais ça veut dire qu'il peut y avoir 2 buts dans 2 matchs, balancer 2 jobs de validation. Et bah, comme c'est assez lourd, si on a les 2 en même temps, il peut y avoir des incohérences et on peut surtout planter l'intégralité du système. Donc, il a fallu paralléliser, enfin, sérialiser les jobs et pas qu'ils s'exécutent en parallèle. Donc comment on a fait? Ben, c'est là qu'on a utilisé Q. Ouais, mais j'ai un père qui est fan des anecdotes de football. C'est pour ça. Je suis pas trop de. J'ai aucun mérite. Donc nous, on a utilisé Q pour s'assurer que les tâches s'exécutaient bien dans l'ordre. Alors ce que j'aimais bien moi dans Q, c'est qu'il y avait comme on le voit à droite là, c'était une petite UI qui était fournie avec la librairie et qui permettait d'avoir les tâches et pouvoir les relancer aussi à la main. Il y avait du log dedans et c'était pas mal. On a utilisé Q et on a utilisé l'API des child process de Node, qui est une API qui permet de gérer des sous-processus. Des sous-processus, excusez-moi, je vais continuer un petit peu. Donc des sous-processus Node, c'est-à-dire qu'il y a un processus par an et après il y en a plusieurs en dessous parce que comme ils sont monothread, les nodes ils ne peuvent exécuter qu'une chose à la fois et ils n'utilisent qu'un CPU de l'ordinateur. Donc avec child process, on a pu répartir la charge sur tous les CPU et on a pu exécuter euh, de façon parallèle la validation de chaque feuille de pronostic, alors que le node ne permet pas trop la parallélisation de ce genre de tâches. Ou en tout cas, si, grâce au child process. Donc voilà. Donc moi, je vais vous faire une petite démonstration. Comme Q est déprécié, j'ai trouvé une alternative rapidement qui s'appelle Bool. Donc voilà, il y a un watcher, un publisher, un subscriber. C'est au plus léger, c'est au plus proche en fait de l'architecture qu'on avait mis en œuvre nous de notre côté. Alors, hop. Donc, je vais essayer. Alors, donc d'un côté, on a ce qu'on appelle un publisher. Euh, ah, j'ai une petite question sur le nombre de cœurs de la machine de prod. Bah, il y en avait plusieurs. Il y en avait plusieurs parce que pour l'API était répliquée, mais celle des jobs, je sais pas, mais c'était un truc à base de 32 cœurs, je crois, un truc comme ça. J'avoue que bah, là, c'était il y a 3 ans et que les spécifications des machines tenaient pas, enfin, je les ai pas en tête, mais de toute façon, c'était la machine dont on servait pour faire tourner les scripts sur notre base de données le reste du temps quand on faisait pas des jeux de pronostics et donc elle était assez cruciale et celle-ci il n'y avait pas de elle était très très costaud. Euh, donc voilà. Ouais, donc la démonstration avec Bool, donc je vous ai fait un petite, petite POC, une petite démonstration. Donc là, ce que je vous affiche, c'est le publisher, donc c'est la partie qui va créer une tâche dans la base de données, enfin dans Redis. Donc on voit que
en cet endroit-là de ligne 6 à 11, on ne voit pas la partie démo. Pardon, effectivement, parce que je suis un débutant du stream. Voilà, là normalement vous devriez la voir. Euh, donc, on voit qu'on crée une tâche, enfin une queue, on déclare une queue. On déclare une queue donc dans Redis, voilà, et après on lui dit qu'on lui ajoute une tâche. La tâche elle est passée en paramètre, on ferme la queue. Donc voilà, là c'est Shokidar, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est le watcher. Il écoute un dossier qui s'appelle Dropbox, et quand il y a un nouvel événement dans ce dossier, il lit le fichier, il récupère la data, c'est un JSON, donc il en fait un objet et puis il le passe. Voilà, donc une tâche, j'en ai plein en stock, c'est juste ID et un chiffre. Voilà, j'en ai 5. Les autres sont ici. Je vais les sortir du document de la Dropbox. Hop. Voilà. L'ordinateur rame un petit peu. Donc, normalement, je les ai sortis du dossier. Voilà. Et donc, il y a le côté subscriber. Alors, le subscriber, lui, bah, il crée une autre queue qui a le même nom, et donc c'est la même. Donc, après, il l'écoute. Et quand il y a un job à faire, une tâche qui arrive, bah, il console log ce qu'on lui a donné, parce que c'est sympa pour le debug. Il attend 7 secondes, parce que pour les phases de démo, j'ai simulé un peu de charge sur le truc. On va dire que ça prend 7 secondes de gérer une feuille de pronostic, et il appelle le callback qu'il donne. Euh, voilà, donc normalement tout est lancé. Normalement tout est lancé, et je vais vous montrer aussi le dashboard que j'ai trouvé. Alors le dashboard de Boole, il n'est pas fourni dans la librairie, mais il y a une image Docker qui fonctionne très bien. Bon, il faut la paramétrer, quoi, mais bon, je trouve que ça fait le café. Je trouve que ça marche bien. Après, la réalité, c'est que si vous êtes un jour dans une phase où vous avez beaucoup de job queuing à faire, il faut prendre un truc genre RabbitMQ, et il ne faut pas rentrer dans ce genre de truc-là. Ça, c'est vraiment parce que c'est pas le gros de notre truc, quoi. Nous, on avait besoin d'un message queuing pour un mois, un été, donc c'était pas voilà. Donc ça, c'est ce que vous voyez. Il y a plusieurs catégories, donc les active, waiting, completed. Je pense que ça parle de soi-même. Alors, ce que vous voyez pas voir, ce que vous n'allez pas voir, c'est quand je mets les tâches dans le dossier Dropbox. Mais en gros, là, je prends la tâche 1, 2, 3, je la mets dans la Dropbox, et on va voir si tout se passe bien et que l'effet démo n'est pas avec moi, qu'ils sont exécutés une par une. Donc on voit effectivement dans le active, il y a la 3. Puis après, il y a la 1. C'est pas dans l'ordre, mais bon, ça c'est une autre affaire. Nous, on avait, et la 2. Nous, on n'avait pas de problème dans l'ordre, parce que comme on n'avait pas de logique incrémentale, en fait, on pouvait balancer le truc. Il n'y avait pas de souci. Donc on voit que là, elles ont été exécutées une par une, et c'était vraiment l'objectif principal de l'implémentation de ce job queuing là. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la partie de démonstration de Boole. Et donc je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Donc on passe à la suite de la démonstration. Hop. Et donc normalement, la présentation va revenir. Toute logique. Hop. Ah, ça rame, je suis désolé. Mais bon, en fait, ce que je vais vous montrer ensuite, c'est l'implémentation des child process. Donc ça, je sais pas si j'en connaisse beaucoup ce- cette particularité de Node, mais bon, c'est assez pratique, et ça permet ouais, d'exécuter en parallèle des tâches de façon assez intense, enfin d'utiliser 100% de son ordinateur, quoi. Alors j'ai fait un petit benchmark. Bon, d'habitude je le fais avec 10 000 éléments, mais là avec l'OPS qui tourne et le stream, bah, j'ai été obligé de descendre à 500 éléments, parce que sinon je faisais
je faisais des benchmarks à 20 secondes et que c'était pas ouf. Donc voilà, alors ça c'est la façon la plus simple de le faire. Donc moi j'utilisais Factorial. Factorial, c'est une petite fonction qui fait des factoriels. C'est comme ça que je surcharge mon ordinateur. Donc un factorial, c'est factorial 10, c'est 1 fois 2 fois 3, etc. jusqu'à fois 10. Donc là, nous on fait factorial 600 000 pour avoir vraiment de grosses charges sur le CPU. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a 500 éléments. Chaque élément, on va faire une factorielle 600 000. J'ai mis un petit timer pour qu'on voit combien de temps ça allait durer. Donc là, hop, je l'envoie. Ça part. Et donc normalement, 5 secondes et 5 secondes et 4 dixièmes. Ça, c'est la façon la plus standard qu'on fait. Il n'y a aucune optimisation. C'est une boucle qui exécute 500 fois la même tâche, qui est une tâche extrêmement lourde en termes de calcul. Parce que si ça avait été des tâches asynchrones de nodes, ça n'aurait pas été tout à fait pareil. Euh, Nous, d'ailleurs, dans le jeu de Prono, on avait des tâches lourdes en termes de CPU, mais aussi en termes de base de données. Hein. C'est juste que quand il a fallu qu'on optimise au maximum aussi la partie charge et calcul. Donc ça, c'est la partie, la façon standard. Donc on a vu 5 secondes. Voilà. Et alors avec les child process, c'est un peu plus verbeux, comme on peut le voir. Donc ce que je fais, c'est que je refais un tableau avec 500 éléments. Je récupère le nombre, là je vais tout péter, hop, je récupère le nombre de CPU. Donc moi sur ma machine, je crois qu'il y en a 4, quelque chose comme ça. Donc après, pour chaque CPU, je déclenche un sous-process qui va utiliser le fichier sub, qu'on verra tout à l'heure. Je garde une trace du nombre de sous-process actifs, et donc je lui branche un listener. Donc ça, c'est en Node. En gros, on peut, sur beaucoup de trucs en Node, on peut brancher des listeners qui vont être en fait, qui vont écouter les événements et se déclencher sur des cas précis. On passe l'événement qui est attendu, et puis voilà. Classique, le on-close, on-complete. Bon, là, dans les child process, c'est avec fork en tout cas, qui est le child process que nous on a utilisé, qui permet d'instancier un canal de communication entre le parent et l'enfant. Le message qui est attendu, c'est message. Donc s'il y a un payload dans le message, parce que ça peut être un objet, bah, on le pousse dans le tableau des résultats. Et après, s'il y a encore dans array, qui est le nombre de tâches à faire, s'il n'y a plus aucune tâche, on tue le child process, on enlève, on décrémente le nombre de sous-process actifs. S'il y en a zéro, bah, c'est terminé. On considère qu'on a terminé la tâche. Là, il y a un petit commentaire, je ne sais pas si vous voyez, il y a handle result. C'est là qu'on aurait appelé la fonction qui fait la suite du code. Et voilà. Et donc, s'il y a encore des tâches à exécuter, on envoie un message au processus enfant. Et voilà. Et on se maintient. Et voilà. Et donc, du côté des sous-processus, on retrouve ma fonction factorielle. Euh, Et donc, quand il est instancié, il envoie cette ligne-là. Donc, il envoie un message à son parent, je suis ready. Quand le parent entend ready, il envoie un message. Donc, bah, bim, ça déclenche ce listener-là. Ça déclenche le factorial. Et après, il rappelle son parent. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je passe done comme payload parce que le factoriel de 600 000, c'est trop gros. C'est juste beaucoup trop gros en termes de données. C'est pas le meilleur exemple, mais on peut passer une ID ou un petit objet avec un utilisateur et ses scores. C'est complètement possible. Voilà, et donc là, si je le lance, normalement, on était à 5,4 sur la façon précédente, et là, on est à 3,042. 3 secondes, donc là, on a économisé 2 secondes entre les deux façons de faire. Euh, Là, ce que j'ai pris, c'est quand même des trucs très orientés CPU. Nous, on était beaucoup plus mixte entre des opérations de base de données et des opérations CPU. Mais bon, on voit que c'est quand même un gain non négligeable. Enfin, sur 500 éléments, 2 secondes, ça veut dire que si vous avez 800 000 éléments, bah, c'est quand même, vous gagnez. Nous, à la fin, quand on a mis ça en place, on a gagné 2 minutes, je crois. On était à 4 minutes, on est descendu à 2 minutes. Donc, ça marche. Ça a bien marché. En tout cas, on avait un simili temps réel parce que bon, bah, ça prenait 2 minutes et comme les feuilles de pronostic n'étaient pas toutes traitées en même temps, mais les unes après les autres, mais même de façon parallèle, il y avait des petits décalages qui se créaient dans une ligue. Il pouvait y avoir des gens qui avaient déjà eu leurs points, mais pas d'autres. Donc ça a été un peu bizarre pendant 1 minute au moment des buts. Mais bon, on a fait comme on a pu et apparemment les gens étaient contents. Donc, j'ai envie de dire que c'est une réussite.
Hop. Et donc, si je peux relancer ma presse, parce qu'elle est complètement plantée, j'ai l'impression. Euh, voilà. Voilà. Je crois que voilà. Donc c'était la démonstration des child process que je vous ai fait. Euh, voilà. Donc qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? Parce qu'on peut toujours faire des choses de mieux. Ah, attends, j'ai une question de Gizmuch. Pour les petites tâches, on perd du temps à créer les child process. Donc sur un petit exemple, les résultats sont pas foufou. Effectivement, parce que instancier les child process, ça prend du temps. Mais il faut pas le faire si tu as, faut pas le faire si t'as, si t'as des petites tâches. Il faut le faire si tu as 800 000 mecs à faire. Parce que là, en fait, ce qu'on faisait, c'est on instanciait donc a priori une trentaine de workers. On leur passait à chacun euh, le document de référence une fois. Eux, ils le stockaient dans leur RAM et après, bah, bim, ils avaient des ID, récupéraient les feuilles de prono, ils les traitaient, ils mettaient à jour et ils passaient au suivant. Et donc là, ça marchait parce qu'on avait, voilà, c'était industriel, quoi. Mais de toute façon, c'est pas la meilleure solution. C'est pas la même solution qu'on aurait dû faire. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? Eh bien, déjà pas mettre un coup de boule en finale de Coupe du Monde, ce serait déjà pas mal. Euh, donc, ce qu'on aurait pu faire, c'est qu'on aurait pu avoir une utilisation extensive de Q. On a vu, euh, on a vu que nous, on s'en servait pour faire de la sérialisation. On s'en servait pour que les tâches soient exécutées les unes à la suite des autres et surtout pas avoir des conflits. Mais on aurait surtout pu s'en servir pour paralléliser les traitements des fichiers, des feuilles de pronostic. On aurait pu se dire, on s'assure qu'il y a une tâche qui est écrite à la fois euh, enfin, on aurait pu se dire, une fois que tu as mis à jour le document de référence, tu inscris le nombre de jobs à faire dans une queue, et nous, on spam une quantité astronomique de workers sur plusieurs serveurs, et on aurait pu paralléliser comme ça, plutôt que d'utiliser les child process, utiliser carrément des process indépendants les uns des autres, qu'on aurait spammé sur plein de serveurs différents, ce qui nous aurait permis en plus d'avoir un scaling horizontal, euh, c'est-à-dire avoir plus de petits serveurs plutôt qu'un scaling vertical, un énorme serveur. C'est quand même des architectures plus résilientes parce que bah, s'il y en a un qui tombe, c'est pas très grave. Donc, on aurait pu s'en servir vraiment pour voilà, avoir plein de workers sur une seule file et pas un worker pour une file. Un worker qui va faire plein de sous-workers derrière, ce qui n'était pas la meilleure solution. Et après, il y a la question du cloud computing. On aurait sans doute pu tirer parti de trucs comme les fonctions lambda d'AWS. C'était une possibilité. Euh, Peut-être qu'on aurait pu le faire. Je sais que tout ce qui est autoscale, par exemple le App Engine de Google, c'est pas assez rapide à monter en scale. Euh, En fait, ça va mettre une minute peut-être pour doubler ou tripler sa puissance, mais nous, en une minute, il faut que le truc soit déjà à moitié fait. Donc, justement, là, si on revient à ce que disait sur les child process, c'est trop lent à rentrer. Donc, en fait, ce qu'on aurait vraiment, c'est trop lent à démarrer. Ce qu'on aurait pu faire, c'est avoir un système de warming de serveur warming, c'est-à-dire qu'on sait que pendant 90 minutes, on a besoin de plein de serveurs et on les éteint après. Et on aurait pu probablement mieux s'en tirer en termes de coût et en termes de performance en ayant ce système-là de démarrer les serveurs pendant les matchs et les éteindre après. Euh, voilà. Et alors pourquoi ça n'a pas marché? Parce que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Pendant le premier match de la Coupe du Monde, on a dû recoder une large partie des jobs dont je vous ai parlé, parce qu'on avait testé jusqu'à 500 000 utilisateurs et qu'on en a eu 800 000. Donc forcément, bah, ça n'a pas fonctionné. On a eu, en gros, ce qui se passait, c'est qu'il y avait une lourdeur de code. Euh, donc on avait deux fois le tableau du classement qui était en RAM. Et donc on avait deux fois le tableau des 800 000 utilisateurs. Et ça occupait l'intégralité de la RAM qui était allouée au processus Node. Et, euh, et bah là, en fait, ce qui se passait, c'est que les boucles ralentissaient et allaient de plus en plus lentement parce que elles, euh, elles créaient des données qui étaient stockées en RAM et elles n'avaient plus accès à de la RAM pour être exécutées. Et donc voilà, on a dû recoder, ça nous a pris moins du match. On fait ça pendant le match, à la fin, on a pu, pour le coup, profiter de notre intégrité transactionnelle, le fait qu'on n'ait pas de, de, euh, d'incrémental, puisqu'on a lancé un job, ça a remis tout d'équerre et c'était très bien. Mais bon, on n'a pas vraiment profité de ce super match de la Russie.
Voilà. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est que nous, on fonctionnait super bien, mais notre fournisseur, il a pensé qu'on avait des DDoS parce qu'il s'attendait pas, enfin, on n'avait pas autant de trafic d'habitude. Et donc, il a coupé le flux à plusieurs reprises, malgré nos appels, leur dire que non, non, on était juste en train de casser les internets, mais que c'était normal et que c'était attendu. Mais bon, ça leur a mis, en fait, désactiver le système d'alarme, ça a été un peu compliqué, ça a mis plusieurs jours. Pendant plusieurs jours, on avait des utilisateurs qui disaient que ça marchait pas, alors qu'on y était pour rien, ce qui est toujours un peu frustrant quand on est développeur. Voilà pourquoi ça n'a pas marché. Et puis je crois qu'on arrive à la fin de cette présentation. Je vous ai laissé une magnifique citation qui est ma préférée de ce bon vieux Kaiser Frank. Et je vous ai aussi mis un GIF parce que je l'aime bien celui-ci. Voilà, donc si vous avez des questions, si vous voulez me traiter de footix, allez-y. On a le temps là, je sais pas combien de temps on a pris, mais moi j'ai le temps, genre, quelques minutes. Je vais vous donner encore un peu de temps. Qu'est-ce qui se passe quand un but est annulé par la VAR? Qu'est-ce qui se passe quand un but est annulé par la VAR? Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que on n'a pas vraiment eu le cas de figure, mais ce qu'on avait anticipé, c'était que notre fournisseur de stats nous disait, OK, Brésil-Russie 1-0, et puis un autre fichier 2 minutes après, ah, Brésil-Russie 0-0. Donc ce qui se passe, c'est que nous, on arrive, on fait Brésil-Russie 1-0, on met à jour le document de référence, on envoie la validation de toutes les feuilles de pronostic, on attribue tous les points, puis après, ah bah 0-0, on remet à jour le document de pronostic, et on inscrit une tâche dans Redis, et bim, ça repart, on revalide toutes les feuilles de pronostic. Et comme on n'a pas d'incrémental, bah, en fait, chaque fois, on reprenait tous les pronostics de l'utilisateur et on les validait un par un et on en redéduisait un, un total, euh, un total à chaque fois. Donc, voilà, c'est ça qui se passait. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, c'était des workers qui prenaient les tâches à traiter dans la queue ou les child process. J'ai pas tout compris. Quelle expérience je retiens de ce projet? Alors, Gizmuch, ce qui se passait, c'est que c'était un process qui récupérait dans la queue qui générait les sous-processus. C'est ça qui se passait. Tu avais un parent en fait qui écoutait la queue et bim, il y avait une tâche, il spammait tous ses sous-process, il distribuait les tâches. Une fois que tous les fichiers étaient validés, bah, en fait, lui, il faisait le classement, parce que le classement, tu es obligé d'avoir toutes les données à un instant T et à un endroit. Il faisait le classement et après, il mettait à jour enfin, il établissait le classement, il mettait à jour tous les scores de tout le monde, tous les classements dans tous les fichiers, et puis après, voilà, il attendait le prochain but. Et qu'est-ce que je retire de cette expérience? Bah, qu'il faut tester à plus que ce qu'on dit de tester, euh, mais que c'était fun. Moi j'en ai appris plein de trucs. Puis surtout, j'ai vraiment le sentiment qu'on a travaillé avec des bouts de ficelle, quoi. Que c'était un peu en carton. Enfin, la nouvelle version de ce jeu qui est sortie pour l'Euro, et que je vous encourage à jouer. Je n'ai pas le droit de dire son nom, mais je pense que si vous êtes dans les jeux de pronostics, vous devriez l'avoir trouvé. Et non, c'est quand même assez cool de faire ce genre de choses, de travailler travailler sur une compétition de football quand on aime le foot. C'est quand même chouette. Ça change les assurances, quoi. La réalité, elle est là. Et puis après, j'ai appris des patterns qui en fait sont pas les bonnes. Donc bon, mais j'aime bien en tout cas les architectures de job queuing et de message queuing. Je trouve ça toujours très élégant. Et à chaque fois qu'il faut qu'on a ce genre de questions, je pousse toujours dans mes boîtes pour le faire et pas, je suis pas toujours gain de cause, mais voilà. Typiquement, tout ce qui est envoi d'email, moi j'ai tendance à vouloir passer par des systèmes de tâches comme ça, message queuing. Voilà. J'ai l'impression qu'on n'a pas passé sur le bon GIF suivant, ou alors c'est Google Slide qui est mort, c'est ça. Combien de temps a duré le projet? Combien étiez-vous? Alors, déjà, je vais répondre dans l'ordre. Donc, combien a duré le projet? On l'a codé en, ouais, je sais pas, un mois et demi, quelque chose comme ça. On était deux dev back, enfin, il y avait moi et le CTO.
le CTO qui m'a aidé, mais qui n'était pas à fond non plus sur le truc, parce qu'il y avait d'autres trucs à gérer. Donc pour le bac, on l'a fait en un mois et demi, et puis surtout, il y avait eu beaucoup de phases de test et de phases de recherche d'architecture. En fait, les scripts, je les ai codés peut-être 3 ou 4 fois, voire plus que ça, quoi. Puis il y avait tout ce qui était test, c'était galère de retrouver c'était galère d'avoir des informations de la part de notre prestataire de statistiques. Mais voilà, on était donc sur le bac 1,5, 2, quelque chose comme ça. Euh, et après, sur le front, moi, j'avoue pas du tout avoir touché, mais je crois qu'ils étaient 3, quelque chose comme ça. Mais eux, ils ont été plus efficaces que nous parce que c'était un peu plus straightforward leur tâche. Alors, une question de Geekboy. J'ai dans mon ambition de créer une application qui, je pense, pourrait avoir énormément d'utilisateurs. Style un petit Instagram. Est-ce que tu as des conseils à me donner? Euh, Bah déjà, en fait, souvent, en tout cas, je sais pas si parce que je te souhaite, mais souvent on commence petit, donc déjà, enfin, et après j'ai pour habitude de dire qu'on règle pas les problèmes qu'on n'a pas. Euh, mais ce qui peut être intéressant, en tout cas moi ce que j'aimerais tenter dans un cas de figure comme ça, la prochaine fois que j'ai beaucoup de charges à faire, c'est le framework serverless. Le framework serverless, en fait, il permet d'interfacer les fonctions lambda de AWS. Donc les fonctions lambda, c'est en gros, tu donnes du code à AWS et eux, ils se débrouillent pour l'exécuter. Et tu leur donnes, en gros, plus tu payes, plus ils allouent de ressources. Et donc c'est une abstraction du serveur. Et donc serverless, c'est un framework qui permet d'interfacer en fait les services, d'AWS. Et ça, c'est plutôt cool. Et puis après, surtout d'identifier ce qui est crucial et ce qui n'est pas crucial dans ton application. Par exemple, il faut savoir un truc, c'est quand on like un truc sur Facebook, bah, c'est pas instantané. Enfin, il y a bien entendu, c'est pas instantané de créditer tout le monde de sa petite notif. Hein. Ça, par exemple, c'est extrêmement gourmand. C'est probablement un système de queuing où il y a une tâche et bon bah tout le monde, enfin t'as tous les workers de Facebook qui disent ah attends je dois notifier l'utilisateur 1, l'utilisateur 2, etc. Et, et donc, en fait, je pense que enfin, isoler les trucs, quoi, entre ce qui est crucial et ce qui a besoin d'être traité vite et le reste, je pense que ça peut être une bonne stratégie pour par où commencer. Après, il faut toujours être propre, quoi. Il faut pas faire des boucles en trop. Il faut toujours essayer d'avoir euh, des, euh, le moins de requêtes possible, un schéma de base de données intelligent. Pas avoir peur de revoir ton schéma de base de données plusieurs fois, de réfléchir bien parce que c'est difficile de le changer. Donc quand tu pars dessus, faut être assez costaud. Voilà. Je sais pas si j'ai d'autres questions. Si vous vous demandez quel joueur manque à l'équipe de France aujourd'hui, je pense que c'est Dimitri Payet. Merci. Je crois pas qu'elle soit de moi. Je sais plus qui me l'a dit un jour. Mais ouais, je trouve qu'elle fonctionne bien. En fait, faut toujours faire attention à ce qui est over-engineering. Moi, je sais que j'ai tendance, dès que je code, en tout cas pour moi, à partir, à avoir des setups de malades avec des CI, genre 100% de tests unitaires pour un login et un sign-up, quoi. Et j'ai tendance à toujours vouloir avoir des trucs de haut level alors que c'est pas nécessaire. Non, je suis pas Marseillais, moi j'habite à Paris. Mais bon, je supporte le M. Ouais, je pense qu'il est pépère sur l'île de la Réunion, en famille, en train de manger. Et il a bien raison. Écoutez, je sais pas s'il y a d'autres questions. Euh, je vais vous laisser mon compte Twitter. Comme ça, si vous avez d'autres questions, bah,
pourrez me les mettre en direct. Voilà. Si vous voulez me troller aussi, vous pouvez. Ça me fait plaisir. Et puis je pense que. Enfin, ah, exactement au moment où j'allais raccrocher. Depuis quand est-ce que je code? Eh bien, je code depuis 2016, 2017. Je code depuis 2017, mais j'avais eu une autre vie avant. Moi, je suis un reconverti. Je suis partie de ces codeurs reconvertis. Voilà. Et j'ai fait 3 entreprises par le passé, euh, dont deux en JavaScript et une en PHP, auquel j'ai pas du tout donné suite. C'était pas bon. Eh bien, je suis content que ça vous ait intéressé. Euh, je suis content de l'avoir fait cette présentation. C'était chouette. Et tu as 10 toute ton expérience depuis 2016. Je suis désolé, mais il va me falloir un mot qui a cassé et que je ne comprends pas. Ouais, vraiment, j'ai bouffé du code. Mais moi, la reconversion que j'ai faite, je l'ai faite à Epitech. C'était une piscine à base de 9h, 21h tous les jours pendant 4 mois. Donc, ouais, j'ai bouffé du code. Mais bon, voilà, voilà. Et puis, voilà. Eh bien, merci. Je suis content que ça vous ait plu. En tout cas, bon, j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment plus de questions. Donc je vais raccrocher, puis je vais vaquer à mes occupations. Voilà. Écoutez, bonne soirée à vous. Et puis, je vous ai laissé mon Twitter si vous avez des questions, si vous voulez échanger de façon informelle sur les métiers du dev. Voilà. Allez, salut!